Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire German Business Attitude. Je vous prie de patienter encore quelques 2 minutes afin que d'autres participants puissent encore nous joindre et après on va démarrer. Okay. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire German Business Attitude. C'est avec un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la dernière édition de notre série de webinaires Fit for Germany, consacrée aux entreprises qui souhaitent entrer au marché allemand et exporter vers l'Allemagne. Je suis ravie de vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, M. Boab, de l'Institut Cross Cultural Consulting, qui va nous parler de la communication efficace avec des partenaires allemands. Ce webinaire est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. C'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement allemand et qui est connue aussi sous la marque Invest for Jobs. Cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont le Maroc. Ici, l'initiative existe depuis 2018 et elle est mise en place par le projet Partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter le fact sheet sur l'initiative qu'on va vous envoyer après ce webinaire. Encore quelques informations concernant le déroulement du webinaire. Pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions et aux commentaires dans le chat, puisque tous les participants seront en mute pendant la présentation. Mais après la présentation, il y aura une discussion où nous allons répondre à vos questions et là, vous aurez également l'occasion de prendre la parole. Je vous remercie déjà pour votre participation. Et maintenant, je vous souhaite un très bon webinaire intéressant et je passe la parole à Monsieur Boab. Merci infiniment. Ok, bienvenue à cette dernière édition de cette série de webinaires. Je m'appelle Aziz Bouab. Je vais vous accompagner pendant ces 45 minutes lors de cette présentation, surtout pour le German Business Attitude et surtout focaliser sur la partie communication avec les Allemands et essayer de comprendre la culture allemande. Je suis depuis quelques années expert en la matière. Je le fais souvent avec les sociétés allemandes et les entrepreneurs allemands qui souhaitent intégrer d'autres marchés dans la région MEA. Maintenant, on le fait à l'envers. Mais je suis aussi entrepreneur et c'est-à-dire j'ai aussi côtoyé les entrepreneurs allemands et marocains aussi. Et donc, ça me donne l'occasion, c'est-à-dire si vous avez des questions aussi précises ou des questions pratiques, je suis prêt à les répondre. Ok, donc on démarre.
Donc, avant de commencer, j'aimerais bien aussi faire connaissance avec l'audience, surtout que c'est via un webinaire. Donc, j'ai deux petites questions pour vous pour un peu situer vos intérêts et votre point d'intérêt. Si vous avez déjà visité l'Allemagne, donc est-il possible voilà pour le sondage. Oui, on a lancé le sondage. Mhm. On attend encore les votes et on partage le résultat. Oui, alors c'est ça le résultat. C'est, oui, beaucoup ont déjà visité l'Allemagne, alors oui. Alors, combien? Parce que je Ah vois oui, pas le. d'accord, c'est 75% qui ont déjà visité l'Allemagne. Ok, ok. Donc, très bien. Donc, ça nous rend la tâche un peu facile et on peut même parler plus détail et plus fine-tuning. Et donc, on passe à la deuxième question qui est aussi. Attendez, donc, voilà. Alors, quelle est la nature de votre business avec l'Allemagne? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes des fournisseurs, exportateurs, ou bien clients, importateurs, ou bien partenaires, vous faites des projets en commun? Que ce soit la nature actuelle ou ce que vous comptez faire à l'avenir. D'accord, j'invite tous les participants à voter maintenant. On entend encore. OK. Déjà, oui, 60% jusqu'à maintenant sont partenaires. On est partenaires en Allemagne. Oui. OK, encore quelques votes peut-être. Ou oui, je pense on peut fermer. Oui, 33% sont des fournisseurs. Mhm. Euh, et il n'y a pas des clients. Et Mhm. 67% ont des partenaires en Allemagne. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Et donc, on démarre, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce que j'essaie de faire dans ces 45 minutes, c'est pas beaucoup de temps, mais avant de vous faire une liste de ce qu'il y a à faire tout douce ou bien en communication, ou bien en avec les Allemands, j'ai préféré faire d'abord quelques slides pour vous expliquer un peu les principes d'une communication qui n'est pas monoculturelle, c'est-à-dire quand deux cultures sont en face, essayez de s'expliquer ces principes pour que vous ayez une idée comment ça marche et surtout comment interpréter certaines attitudes, certaines réactions, certains comportements de l'autre personne ou bien refléter le vôtre. Et donc, c'est moins vraiment une checklist, faites ça, faites ça, faites ça. C'est ce qu'on va faire et présenter à la fin. Vous pouvez aussi googler ça et vous aurez toute une liste de tuyaux, de types de conseils, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais je crois que ce n'est pas vraiment productif si vous ne comprenez pas les mécanismes et comment on y arrive là. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les 15 à 20 minutes qui viennent
pour que vous ayez vraiment vous compreniez la logique derrière notre comportement en tant qu'humain dans un contexte, dans notre propre culture monoculturelle ou bien dans un contexte qui est non monoculturel. Et donc, on démarre par la question qui se pose, quelle est la culture? C'est quoi une culture? Donc, une culture n'est autre que un système de comportement qui nous aide à se comporter d'une façon acceptable ou familière dans notre environnement. Et au fait, ce n'est que, attendez, non, c'est pas ça. Et donc, au fait, la culture, c'est ce qui fait de nous un étranger quand on n'est pas chez nous. Donc, quand on quitte notre vie, notre pays, notre région, et on se sent étranger, et en fait, la cause de ça, le trigger, le déclencheur de ça, ce comportement, ce sentiment, cette émotion, en fait, c'est la culture, parce qu'on se comporte d'une façon qui n'est pas familière, ou bien on voit des choses qui ne nous sont pas familières, qui ne sont pas acceptées dans notre perception. Et donc, c'est ce qui rend la chose importante, surtout dans la communication, surtout dans le secteur business avec les autres. Donc, bien sûr, il y a la culture, il y a ce comportement, il y a cette éducation qu'on reçoit, que ce soit des parents, de l'environnement, de l'école, etc. Mais on ne peut pas expliquer tout par la culture. Donc, on parle ici de trois composantes. On parle de la personnalité, on parle de la culture, on parle de la situation. On dit les Allemands sont ponctuels, mais vous pouvez tomber sur un Allemand qui est vraiment pas ponctuel du tout. On dit que, disons, les Marocains sont très généreux, mais on peut tomber sur un Marocain qui est avare et qui n'est pas généreux. Et donc, la culture ne couvre qu'une partie de notre personnalité et il y a une partie individuelle de notre personnalité qui fait de nous ce qu'on est en tant que personne et pas vraiment qui ne touche pas notre identité culturelle qui s'identifie et qui est similaire au groupe et à la société où nous sommes. Et il y a la partie situation. Je peux être ponctuel, mais quand je suis malade, je suis sous pression, je suis en burn-out, whatever, donc, la situation peut aussi changer un comportement. Donc, il faut savoir quand on est en communication, en contact avec une personne, que ce soit dans un contexte culturel ou monoculturel ou surtout qui n'est pas monoculturel, on parle de la culture et on interprète les choses culturellement aussi, mais il y a la personnalité, on travaille avec des individus ou bien des sociétés et donc ce sont des individus et on ne peut pas expliquer tout par la culture. Il y a la situation. Quand on est dans un contexte précis, il y a des comportements derrière qui sont précis, qui peuvent émaner ni de la culture ni de la personnalité. Et donc, l'intéressant dans tout ça, c'est vraiment essayer. Attendez, c'est quoi ça? Quand je touche, ça part. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment essayer de gérer d'une manière compétente cette dichotomie entre reconnaître et en même temps négliger les différences culturelles. Donc, il faut les voir, les reconnaître, mais aussi de laisser de côté et de savoir qu'on traite avec des sociétés, des personnes, des situations précises. Et la culture est aussi, c'est un système socialement organisé de modèles et de conduite. C'est-à-dire, quand vous êtes seul dans une île, vous ne pouvez pas faire la culture. Donc, c'est un phénomène social. Et sans le groupe, sans les individus, sans la collectivité, on ne peut pas produire une culture. Et la culture est aussi, je vais enlever ça d'ici. Et donc, la culture est acquis et non inné. Si on prend un Marocain qui est né, c'est une feuille blanche et on le met en Allemagne, en Chine, il est culturellement, donc, il deviendrait, après quelques années, culturellement chinois ou allemand ou américain. Donc, c'est acquis. Et
la culture est aussi une substitution de l'instinct. Si vous êtes dans la forêt, si vous voyez un danger, si vous voulez réagir, donc vous savez courir, se protéger, etc. Si vous êtes dans une société, si vous êtes entre les gens et les personnes dans une ville, campagne ou dans une communauté, la culture, c'est votre navigateur qui vous explique comment agir, comment interagir avec les autres. Si on vous tend la main, vous savez que c'est pour vous saluer et vous tendez la main, vous saluez aussi. Et donc, elle remplace notre instinct. C'est un décodeur pour notre comportement et on sait qui est ami, qui est ennemi, qui est sympathique, qui n'est pas sympathique, qui nous veut du bien, qui nous veut du mal, qui protéger, qui ne pas protéger, avec qui on fait affaire, avec qui on ne peut pas faire affaire. Donc, tout ça, c'est notre culture qui nous donne ce bagage pour qu'on puisse interagir dans notre société. Et la culture aussi, c'est un élément fondateur de l'identité. Et ça, c'est très important parce que ceci veut dire aussi que c'est une forte charge émotionnelle. Et ça, c'est ça qui rend la chose un peu importante et intéressante parce que quand les émotions ils sont dans la chose, donc les réactions sont irrationnelles, etc., etc. Et donc la culture, c'est notre identité. Elle définit littéralement notre identité. Et vous le voyez quand vous êtes avec dans un groupe, que ce soit les supporters du Raja ou que ce soit quand il s'agit d'une cause nationale comme le Sahara, etc., etc. Et donc les émotions, ils sont là. Et quand je dis émotion, pour vous en tant qu'entrepreneur ou des gens du business, quand j'ai un bon feeling, je fais du business. Quand je n'ai pas un bon feeling, je ne fais pas de business. Et le partenaire aussi, quand il me sent, il fait du business avec moi et on arrive à un accord commun. Et quand on ne se sent pas, on n'arrive pas, on aboutit à un accord. Et donc, c'est très important qu'on touche à l'identité de la personne. On le blesse intentionnellement et donc il y a disons qu'il y a une insécurité, une émotion qui est négative et donc ça c'est un catalyseur ou un indicateur qui nous permet vraiment de faire un bon business ou de ne pas le faire. Et last but not least, c'est un système ouvert, dynamique et en constante évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Allemand, il y a 10 ans, c'est pas un Allemand aujourd'hui, et un Marocain, il y a 20 ans, 30 ans, c'est complètement différent d'un Marocain qui est maintenant. Et donc, il faut toujours être à jour, il faut toujours s'adapter. L'interaction avec le world is a village, c'est vraiment le cas. Et donc, il faut savoir que c'est un truc dynamique et en permanente évolution. Il ne faut donc pas rester sur des affirmations très anciennes. Et vous pouvez constater ça surtout si vous regardez des films marocains ou allemands, par exemple, dans notre cas. Un film qui date qui date des années 70 de l'ancien siècle, du siècle passé, et un film maintenant, vous voyez même dans le langage, dans le comportement, dans l'habillement, dans la nourriture, dans la cuisine, etc., un changement, un grand changement, et donc ce qui fait que la culture est en constante évolution. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et je peux y répondre. Je peux même interrompre et répondre. Il n'y a pas de souci sur ce point. Encore, avant de passer aux caractéristiques culturelles allemandes, quelques terminologies sur les stéréotypes et les préjugés. En fait, les stéréotypes, c'est des convictions et des opinions généralisées fortement résistantes dans le temps, c'est-à-dire vraiment, ils sont invariantes et ils ne changent pas dans le temps, à l'égard d'un groupe ou des membres d'un groupe. Les subsahariens courent tous et toutes très vite. Les Latinos savent danser, les Allemands sont ponctuels, les Marocains sont généreux, etc. Et donc c'est ce qu'on croit connaître et savoir
sur un groupe ou une société. Et comme je dis, c'est ce qu'on a eu à travers le temps et c'est presque inchangeable dans le temps. Hein, les Italiens sont désordonnés, les Suisses sont très euh, sont minimalistes, etc. Les préjugés, au fait, ce sont des stéréotypes négatifs. Donc, c'est des attributions négatives de certaines caractéristiques à connotation émotionnelle. Et là, on voit, on sent, on exporte l'exclusion, la délimitation, discrimination, jugement moral. En fait, un préjugé veut dire moi, je suis bon, toi, tu es mauvais. Les subsahariens sont, pour les Marocains, sont, paresseux, sont lents. Les Chinois sont trichent, etc. Et donc, il faut. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le résultat d'une expérience personnelle. C'est-à-dire, si vous demandez à un de vos amis ou quelqu'un de la famille que pense-t-il des Italiens, même s'il n'a jamais vu un Italien, il n'a jamais parlé italien, il peut dire il est là, ça, ou bien un subsaharien, ou bien un chinois, ou bien un allemand, ou bien un américain. Les Américains sont superficiels. Mais ce n'est pas le résultat d'une expérience personnelle. Donc, c'est des produits préfabriqués qui se reflètent au passé et qui ont été transmis, que ce soit l'école, la société, les parents, etc. Donc, il faut faire attention quand on parle culture, on parle aussi de stéréotypes et on parle de préjugés dans ce contexte. OK. Maintenant, donc, on enlève ça. Alors, quand on parle de culture, on parle de culture grammatique, c'est-à-dire la grammaire d'une culture ou bien les dimensions d'une culture. Selon les experts, il y a plusieurs dimensions qui définissent vraiment une culture quelconque dans une société quelconque. J'ai pris 2 ou 3, je crois, ici dans cette présentation, qui ont une rélevance pour nous dans ce contexte et surtout qui sont en corrélation et en impact direct avec le doing business, avec la société allemande, avec les entrepreneurs et les businessmen allemands. Et donc, l'une des dimensions culturelles les plus importantes qui définissent une culture quelconque, c'est la perception du temps. Donc, il y a ce qu'on appelle la perception monochrone et la perception polychrone. Avant d'expliquer ça, quand je parle des dimensions culturelles et de la grammatique culturelle et on définit et on éclaircit et on explique ça, ce n'est pas valorisant. On ne donne pas de jugement, on ne donne pas de valeur, on explique et au fait, il faut toujours se mettre dans la tête. Une culture, une dimension culturelle dans une société quelconque, c'est un consensus de cette société ou de la majorité de cette société de traiter cette dimension de la sorte. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a une décision cumulée après des générations, après des dizaines, centaines d'années, et cette société a pris ce choix consciemment et inconsciemment de interagir, de traiter cette dimension, cette attribution de la sorte, et ça n'a rien à voir de ce qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Avant de parler du temps, je peux donner l'exemple de la cuisine. Est-ce qu'on doit prendre le petit jet avec, comme les Américains où ils ont un steak et un coca, ou bien les Marocains, ou bien les Français qui ont des petits pains, etc., ou bien les Allemands qui font beaucoup de muesli et avec le lait, etc., ou bien les Marocains qui font tout, c'est-à-dire où il y a de la viande, les petits pains, etc., à la française, ou les céréales pour être vital, etc. Donc, il n'y a pas de bon, de mauvais, il y a un consensus dans la société de vouloir vivre avec ce mode et ça n'a rien
C'est tout à fait normal et on ne doit pas dire ça c'est bon, c'est ça c'est mauvais. Seulement, on doit comprendre ça, on doit refléter ça quand on est dans un contexte qui n'est pas monoculturel. Quand on est dans notre propre société, on se comprend et c'est cet accord qui est là, qui nous gère, avec ces règles-là, même si on ne les prononce pas, mais quand on est dans un contexte qui n'est pas monoculturel, en voulant faire du business avec une société étrangère, avec des gens qui appartiennent à une culture étrangère, il faut comprendre ça, les refléter, aussi mais non les juger, pour pouvoir éviter les malentendus, les conflits et pour pouvoir faire du business comme on le désire. Donc, le temps dans l'aspect culturel, on parle de monochrone et polychrome. Alors, ce qui est en bleu, c'est le monochrome, vous allez le deviner. Les Allemands, la société allemande, la culture allemande est plutôt monochrome. Ce qui est en parenthèse, c'est pour donner le contraste, c'est polychrome. La culture marocaine et la société marocaine, elle est polychrome. Donc, les pays nordiques sont plutôt, et l'Occident est plutôt monochrome. Les pays de l'Amérique latine, de Moyen-Orient, de l'Afrique sont plutôt polychromes. Et la Méditerranée, il est entre les deux un peu. Donc, les cultures monochromes, ils planifient à l'avance et ils ont des engagements. Donc, c'est une planification claire et à l'avance. Ils se sont plus à l'aise quand ils planifient et tout est planifié à l'avance et précis. Donc, c'est des engagements. D'ici là, on fait ça, on doit faire ça avec les milestones, etc. Dans les sociétés polychrones, les plans peuvent être modifiés. Donc, on peut improviser, c'est-à-dire on fait un plan qui est censé être changeable. Ça va changer de toutes les façons parce qu'il y aura beaucoup de composantes, etc., etc. Et on doit être prêt et on est là pour improviser et s'adapter à la situation. Donc, improviser, s'adapter à la situation polychrone et on n'a pas de problème avec. Pour une société monochrone et société allemande, ils ont un problème avec parce qu'ils prennent leur temps à planifier les choses avec précision pour ne pas improviser. Et quand je dis quand on est à l'aise dans une société, dans une culture et pas l'autre, donc une fois on sort de ce contexte, on ne se sent pas en sécurité. On n'est pas dans notre mood, on n'est pas dans notre culture et donc on n'est pas en sécurité. Pas en sécurité, mauvais pour le business. Donc la sécurité, là, est appréciée, le risque fait partie du jeu. Se concentrer sur une seule chose, faire une seule chose après l'autre, vraiment une après l'autre, plusieurs choses peuvent être faites en même temps, on travaille sur beaucoup de choses simultanées. Donc, si vous entrez dans un bureau au Maroc, vous trouvez quelqu'un qui est en train de téléphoner, il vous fait signe, vous entrez, il peut même faire patienter la personne, il vous demande ce que vous voulez, il peut prendre note, il dit OK, c'est noté, attendez un peu, il peut continuer à téléphoner. Si vous entrez dans un bureau en Allemagne, vous entrez, on ne vous salue pas, on ne voit rien, on termine l'appel. On vous laisse planter là tout le temps jusqu'à ce qu'on termine et après on vous demande ce que vous voulez. Ce n'est pas impoli, de la part de l'Allemand qui peut patienter, c'est pas impoli de la part du Marocain qui est dans je sais pas moi, au check-in à l'aéroport, qui vous parle et vous sert et en même temps chatte avec son ami ou bien admire le bébé d'un voisin, etc. C'est tout simplement une perception de temps monochrone ou polychrone. Et donc, il faut savoir que chez les Allemands, c'est vraiment cette concentration sur une chose la terminer. Au Maroc, c'est un peu travailler d'une façon simultanée. Et donc, la ponctualité. Donc, les rendez-vous doivent être respectés. Donc, le temps est un bien
et on doit être ponctuel. Le temps n'est pas un repère, n'est qu'un repère pour s'orienter pour les autres. Ça veut dire on donne un rendez-vous, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas grave si on n'est pas ponctuel. Et si dans une société, alors encore une fois, je rappelle, il n'y a pas de bon et de mauvais. Si dans une société, il y a un consensus sur la notion du temps, sur la ponctualité, on dit on se donne rendez-vous vers midi et on vient 10 minutes tard, 10 minutes tôt, et tout le monde le fait, tout le monde a ce consensus, et donc ils ne se sentent pas mal respectés si on ne le fait pas. C'est d'autres. Et donc, les sociétés dont fait l'Allemagne partie monochrone, la ponctualité est très importante. Et si on est en retard, c'est comme si on manque de respect à cette personne, que ce soit les uns ou les autres. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, il y a l'émotion dans la culture. Et donc, même si on laisse, si on ne reflète pas, on croit, on a une émotion négative et on croit que ce n'était pas poli de la part de la personne de ne pas venir tôt, de ne pas être ponctuel. Et donc, ça crée un climat qui n'est pas favorable au business. Et le dernier point ici, c'est les accords écrits sont juridiquement engageants. Dans une société polychrone, les accords et les contrats sont rédigés. C'est pour cela que vous voyez, les Allemands passent énormément de temps à rédiger et à parler, à négocier les contrats avec vous. Vous allez passer tout un temps fou avec les détails. Et si vous voyez ces contrats aussi avec les détails, c'est-à-dire aussi qui essayent de parler, de définir tout ce qui pourrait ne pas marcher et quelle serait la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire si ça, etc., etc. Alors que dans une culture polychrone comme au Maroc, les contrats sont un peu plus généralistes et on n'entre pas trop dans les détails parce que de toute façon, on peut les changer, on peut les révider, etc. Et donc, pour un Allemand, contrat très important, d'où l'importance de passer beaucoup de temps à les rédiger, à les négocier, à les discuter, parce qu'ils les prennent à la lettre. Et au Maroc, vu que le consensus culturel dit qu'on peut les changer, on peut les révider, etc. On peut même les révider sans même le faire d'une forme écrite. C'est pour cela qu'on n'essaie pas de passer temps fou à négocier les contrats, bien négocier dans les détails. OK. Good. Alors, on passe, donc on a parlé de la perception du temps qui est un facteur très important. Donc, on passe à la deuxième partie, à la deuxième dimension que je trouve très importante, c'est la communication. La communication est un facteur très important dans la vie, que ce soit en couple, en famille, à l'école, au business, même dans le contexte monoculturel. Et même au sein d'une société, si on voit des groupes, même si on a les étudiants en tant que groupe, il y a un problème de communication entre les étudiants et les professeurs, si on prend même entre les banquiers et les avocats, etc. Donc la communication est très importante et le risque de conflit émané de la non-communication, des malentendus est très grand, même dans un contexte monoculturel. Alors, vous pouvez imaginer les problèmes qui peuvent émerger d'une communication quand c'est des cultures différentes et surtout dans la perception de la communication différente. Donc, les Allemands, c'est une communication directe. Au Maroc, c'est une communication indirecte. Alors, l'information est exprimée de manière évidente par le biais d'une communication directe. On parle ici de low context communication. Chez nous, au Maroc, la pertinence est intégrée dans le contexte. On parle de high context. Donc, l'Amérique latine, les pays arabes, les pays africains, les pays nordiques, c'est le contraire. Donc, ici, on ne dit pas directement, on peut lire entre les lignes parce qu'on a le high context. On prévoit, on sait, on assume que la personne, on présume que la personne a déjà des informations
de couloir, etc. Et donc, on n'est pas très précis, alors qu'on dans la communication directe, la supposition, la personne n'a aucune information et on met tout sur la table et on parle des détails, des détails. Deuxièmement, on préfère les expressions verbales directes et concises. Ici, les signaux non verbaux jouent un rôle très important. Vous le connaissez, aussi vous reflétez dans la communication directe au Maroc ou les pays arabes, rien que comment on fait une grimace, comment comment on s'exprime non verbalement, on comprend que la personne n'est pas désireuse de faire ça, ou bien elle est réticente, ou bien elle veut. Chez l'Allemagne ou les cultures dans la communication directe, on n'arrive pas à lire entre les lignes. C'est vraiment on attend un oui ou un non. Et une non-réponse veut dire que la personne a oublié, elle a trop de temps, etc. Et on insiste. On vous envoie un email pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et vous ne répondez pas. Un Chinois dans la société chinoise, une non-réponse veut dire un non. Mais un Allemand va insister parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire ne pas répondre. Pour lui, ne pas répondre, ça veut dire vous n'avez pas compris et vous avez besoin de plus d'informations, mais pas un non. Et donc, ne pas répondre à un email chez les Allemands ne veut rien dire pour lui que vous n'avez pas répondu. Et donc, il faut répondre, dire oui, non, on peut le faire, on peut le faire, etc. etc. Et c'est une communication ouverte et honnête. Et là, comme je dis, c'est une description qui n'est pas valorisante. On ne dit pas c'est pas la valeur, c'est pas un jugement. Et de l'autre côté, les autres sociétés, la société marocaine par exemple, c'est une communication qui est courtoise et appropriée. Donc l'autre, il est très direct, il est même dans un feedback négatif. Et là, on dit, il n'est pas courtois, il n'est pas sensible, il n'est pas diplomate. Donc, ce sont deux approches différentes. Une société a préféré traiter comme ça. Et donc, quand on est dans un contexte monoculturel, on n'a pas de problème de malinterprétation parce que tout le monde comprend ça. Et quand on dit au Marocain, oh, Inch'Allah, comme ça, donc ça veut dire probablement pas. Ou si on dit, oh, là, ça veut dire vraiment non. Et pour un Allemand, ça veut rien dire. On dit oui, non, etc. Et donc, les messages doivent être clairs et structurés. Chez nous, c'est-à-dire vraiment au Maroc, les expressions sont raffinées, imagées avec des histoires, des exemples, etc. Alors, si vous allez dans un tribunal au Maroc et un tribunal en Allemagne, après le jugement, alors le juge se lève et prononce le verdict directement. Vous êtes condamné à temps. Et après, on s'assoit et on commence à expliquer et à argumenter comment le juge est arrivé à ça. Mais la première information, si pas selon ça, nous sommes venus au jugement, non, le jugement en premier, c'est-à-dire on a l'information très directe, très claire, et après on passe en détail. C'est-à-dire vraiment aller direct au but, droit au but. Parler de l'information directe, ce dont on a besoin, et on peut après aller en détail si on le veut, et aller dans un degré de détail qui nous arrange. Mais l'information directe et pas des métaphores, pas des explications, pas une image, etc., etc. Alors, pour résumer encore une fois, la communication directe chez les Allemands, au Maroc, c'est la communication indirecte. Et vous voyez, ce sont deux approches complètement différentes qui ont un fort potentiel de malentendus, des malentendus qui peuvent vous coûter votre business, qui peuvent vous coûter votre collaboration, bien que de part et d'autre, c'est des gens compétents et experts. Donc, encore une fois, c'est des signaux non verbaux jouent un rôle secondaire chez les Allemands, c'est-à-dire ils font pas attention aux signaux non verbaux. Au Maroc, les signaux non verbaux jouent un rôle important. Peu d'informations sur le contexte sont présumées et donc explication en détail, vraiment, comme on dit en arabe, tfsil moumil, parce qu'ils disent c'est une économie du temps si je vous explique tout. Là,
Au Maroc, c'est une perte de temps si j'explique tout, parce qu'on ne rentre pas trop dans les détails. Et un discours direct, au Maroc, c'est une communication indirecte. Et donc, les normes culturelles allemandes, en général, elle est factuelle. Donc, la chose est plus importante que la personne, veut dire une différence entre la vie privée et la vie professionnelle. On parle du boulot, on parle du business. Et donc, si vous dites, je ne sais pas moi, en Allemagne, on ne peut pas venir et dire ma mère est malade, je ne peux pas venir aujourd'hui. Ça vous concerne. Ou bien, j'ai eu un empêchement dans la famille, c'est pour cela que je ne peux pas vous livrer. C'est pour ça un retard. Donc, on dissocie vraiment la vie privée, les personnes, les circonstances personnelles de la chose et du business qu'on fait. Un Allemand ne comprend pas ça. Et au Maroc, dans les sociétés qui ne sont pas dans ce sens-là, si on dit c'est normal, c'est normal que si j'ai un problème familial, un empêchement familial, de faire pause et de le prioriser. Et deuxièmement, la planification et la prévisibilité. Donc, le temps est un bien et précieux, c'est pour ça le planifier. On suit les règles, on valorise les structures, les règles, et on est franchi. La franchise est la véracité et la vérité. Donc, parler le plus clairement et le plus ouvertement possible. Donc, voilà. J'ai un autre sondage. J'aimerais bien parler il y a une autre composante culturelle qui est importante dans la communication, c'est la distance entre les partenaires. C'est-à-dire au Maroc, on est très proche l'un de l'autre. En Amérique latine, on est encore plus proche. Et qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la différence ou quelle est la distance appropriée? Quelle est la distance qui rend, qui met un Allemand à l'aise quand il vous adresse la parole et quand il est en discussion avec vous? On D'accord. peut faire le sondage? Oui, on a lancé le sondage Oui. et on est en train d'attendre. Ok, j'invite encore une fois à tous les participants à voter maintenant. D'accord, on a des résultats. Alors, on a 13% pour 60 cm et les plupart, 38% et le même pourcentage pour 1,20 m et 1,80 m. C'est chaque 38% et 13% pour 2 mètres. Ah, 30% pour 2 mètres. OK. Donc, 13%. oui, oui. Pourquoi j'évoque ça? Parce que c'est un trait, parce que quand on veut faire du business, quand on veut aboutir, et surtout quand on est en direct, pas en webinaire, et surtout après le Covid, il y a beaucoup de conférences, etc. Mais quand on est en contact direct dans le même room, il faut qu'on soit à l'aise, il faut que le feeling passe. Et donc, Monsieur Bois? D'accord. On voit plus votre écran. Ah, maintenant. D'accord, très bien. Mais on vous entend plus. Monsieur Bois, on peut plus vous entendre. Un moment. D'accord, mais votre micro est activé, je pense qu'il y a. Non, malheureusement, on vous entend plus.
Peut-être vous pouvez sortir et entrer encore une fois, peut-être comme ça marche. Désolée à tous les participants. Je vous prie d'attendre 2 minutes pour qu'on puisse trouver une solution. D'accord, il va revenir. Maintenant, c'est D'accord. mieux? Oui, d'accord. Maintenant, c'est parfait. Désolé, c'est de ma faute. J'avais pas le chargeur branché et voilà, c'est de ma faute. Donc, je montre mon écran. Vous Oui, pouvez voir mon écran? oui, très bien. Merci. Ok, désolé. Donc, pourquoi Et Monsieur Watt, désolé, vous pouvez aussi activer votre caméra, on ne vous voit plus. Oui, maintenant? très bien. D'accord, merci. Ok. Donc, pourquoi cette partie, cette composante, cette dimension culturelle qui est room, qui est la distance, parce que plus on est à l'aise entre partenaires, plus on fait du business. Alors, juste pour, alors les Allemands, ils sont à l'aise à une distance de 120 mètres, de 120 centimètres, donc 1,2. L'Amérique latine et le monde arabe et africain, c'est 60 centimètres. Les Japonais, c'est 2 mètres. Et il y a encore plus, surtout les Asiatiques. Donc, en Asie, plus la distance. Et je travaille beaucoup avec des Allemands qui font du business avec la Chine et aussi le Japon. Ils ont vraiment un problème parce que c'est trop loin. Ils n'arrivent pas à sentir le partenaire parce qu'il est trop loin d'eux. Imaginez, c'est vraiment le monde à l'envers. Et quand ils sont avec quelqu'un de l'Amérique latine, un Colombien par exemple, il est collé à eux et il a un problème à se sentir à l'aise parce qu'il se sent un peu trop proche. Et donc, il faut trouver, disons, la distance qui met le partenaire à l'aise, qui est dans des environs de 120 centimes. Alors, les techniques d'approche culturelle, interculturelle, quand vous travaillez dans un contexte qui n'est pas monoculturel, ici dans le cas de l'Allemagne, mais aussi en général, avec d'autres cultures, vous faites probablement aussi du business avec la Chine ou bien avec d'autres pays européens. Donc, il faut contrôler l'impact culturel, émotionnel. Il y a de l'émotion. Quand vous êtes gêné, quand on dit quelque chose inattendu, vous êtes gêné, vous êtes même parfois, vous ne sentez pas en sécurité. Donc, il y a un impact émotionnel qui est là. Il faut savoir le contrôler. Il faut savoir que cette personne de l'autre côté, c'est pas intentionnellement, c'est sans mauvaise intention, c'est sa culture, c'est son comportement. Et donc, mais l'émotion va être un Allemand. On peut le former, on peut faire du training avec lui jour et nuit, lui dire la ponctualité au Qatar si on n'est pas ponctué, si on vient 30 minutes après, ça ne veut pas dire qu'on ne vous apprécie pas, ça veut pas dire qu'on vous manque de respect, il le sait. Et quand il vient, il y a près 10, 15, 20 minutes, il devient impatient, il est en colère, bien qu'il sait d'une façon cognitive que c'est pas méchant et c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas du non-respect, mais l'émotion est là. Et donc vous allez être confronté à des situations où vous allez être émotionnellement touché, même si c'est intentionnellement. Et donc il faut savoir le contrôler et la prise de conscience dans la communication. Quand vous êtes dans un contexte monoculturel, vous avez le luxe, vous pouvez vous permettre
de parler, faire autre chose, d'être en mode autopilote et de mener une discussion ou bien une communication sans être là physiquement et consciemment à 100%. Bien que je ne vous recommande pas de le faire. Quand vous êtes en business, il faut être là, que ce soit dans un contexte monoculturel ou bien qui n'est pas monoculturel. Donc ici, quand vous communiquez avec des étrangers, avec des Allemands, soyez conscient dans votre communication, vraiment, et ne pas passer en mode autopilote. Développer de l'empathie, c'est-à-dire changer de perspective. Il vient d'une autre situation, dans une autre culture, et donc essayez de vous mettre à la place de l'autre personne pour comprendre son point de vue, pour comprendre sa perspective, et aussi, enfin, last but not least, élargir les routines d'action. Donc, ça m'arrive pour la deuxième, troisième fois. Normalement, ma première réaction peut-être n'est pas adéquate, je suis surpris, etc. Et donc, je travaille sur moi, j'élargis mes actions, j'élargis mes routines d'action. Et quand je suis confronté à une telle situation, je sais agir. Je fais vite pour rester dans les temps. Alors, dernière astuce, comment travailler avec les Allemands. Les Allemands, bien la culture allemande, elle est explicite, franc et factuelle. Donc, les Allemands disent zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, c'est-à-dire au début, d'abord le travail et après, on peut s'amuser. Et donc, c'est leur approche, c'est leur culture. Donc, les Allemands apprécient la communication, mais elle ne doit pas consommer beaucoup de temps et distraire du travail. Vraiment, il faut du travail. Ce n'est pas vraiment les pauses dans les couloirs, parler de ci et de là, etc. Mais vraiment, ils ne se sentent pas à l'aise quand le travail n'est pas encore fait et on fait autre chose. Et donc, vraiment, ils se sentent à l'aise quand le travail est fait. Donc, ils sont soulagés et donc, ils peuvent boire un café avec vous, discuter du football, etc., etc. Mais pas comme nous, on fait les deux en même temps. Avec les Allemands, lire entre les lignes n'est pas requis. Ce qu'ils disent, ils le disent. Il n'y a pas grande interprétation de ce qu'ils disent. Il ne faut pas se retirer disant parce qu'il a fait ça, peut-être qu'il a mentionné ça pour nous envoyer un symbole, un signal, etc. C'est souvent pas le cas. Il ne faut pas trop interpréter entre les lignes. Souvent, un feedback négatif est aussi explicite, c'est-à-dire quand même s'il veut faire une critique, un feedback négatif, il le dit d'une façon claire, mais comme je dis, pour eux, c'est pas péjoratif, c'est pas manque de respect, c'est une façon de communiquer. Les Allemands considèrent les explications détaillées une économie du temps. Vraiment contrairement à la culture marocaine, c'est-à-dire quand il s'assoit, il explique les détails des détails, parce qu'il dit quand j'explique ça, quand je détaille tout, après, je n'ai pas à le répéter, après, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de conflit, etc., etc. Et donc, c'est une vraie économie du temps. Et dans d'autres cultures, en l'occurrence marocaine, entrer dans les détails, c'est une perte du temps. On a parlé des grandes lignes, c'est important, le reste, ça va dessous. Et donc, ce sont deux approches. On sent vraiment le conflit qui pourrait émaner si on ne fait pas attention. Chez les Allemands, une réponse négative n'est pas un manque de respect. Au contraire, elle vous rend la vie facile car vous connaissez les faits et vous pourrez agir. C'est-à-dire quand on dit non, quand on dit on ne peut pas faire ça, quand on dit ça, et donc c'est une critique négative, vous savez où vous en êtes, c'est-à-dire c'est un fait. Maintenant, vous pouvez réagir, vous pouvez prendre vos précautions, vous pouvez renégocier, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors que au Maroc, on reste dans l'ambigu, c'est-à-dire on ne dit pas ça clairement, on espère toujours que ça va marcher, on est dans une zone grise et on essaie de voir les choses très positives et surtout optimistes. Là, quand on vous répond négativement, c'est clair, c'est fini et ça vous donne la chance réelle pour eux, selon la culture allemande, de passer à autre chose. Et les Allemands priorisent souvent l'honnêteté à la politesse. C'est-à-dire, ils veulent aussi être polis, mais s'il doit être honnête, il va la prioriser. Et dernière astuce pour vous, comment interagir, formulez clairement vos besoins et vos attentes. C'est-à-dire, ne vous dites pas avec la communication avec les Allemands, il va comprendre, j'ai dit ça directement, mais il va comprendre, il va réagir. Non. Formulez d'une façon claire,
explicite ce que vous voulez. Je veux ça, 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 j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce temps-là, etc. Donc, l'allemand ne va pas comprendre vos insinuations et vos indicateurs indirects. Demandez-le directement si vous avez besoin d'aide ou de support. J'aurai besoin de tant de temps, j'aurai de votre aide pour pouvoir accomplir cette tâche. Ne dites pas, vous savez, c'est très difficile, mais on va s'en sortir, etc. Pour lui, OK, c'est très difficile, vous allez vous en sortir. Mais ne croyez pas qu'avec ça, il va comprendre, il va dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Comment je peux vous aider? Il ne va pas le faire dans la plupart des cas, parce que ce n'est pas une requête directe, il ne va pas comprendre que vous en avez besoin. Il va se dire dans sa culture, si vous en avez besoin, vous l'aurez probablement demandé. Et ne lisez pas trop entre les lignes. Vraiment, ce qui est dit, et il n'y a pas une place pour vraiment trop interpréter comme c'est le cas dans la culture marocaine. Transmettez les informations dans un cadre formel, c'est-à-dire vraiment pas entre les lignes, pas dans les couloirs, etc. Rédiger, formuler, envoyer comme ça, ils prennent ça très au sérieux. Et pour eux, c'est une requête qui nécessite de l'attention parce que c'est un cadre formel. Et enfin, adressez-vous uniquement aux personnes réellement impliquées. N'essayez pas d'impliquer tout le monde, même ceux qui ne sont pas en contact direct avec le projet ou avec la transaction que vous allez faire. C'est-à-dire, pour celui qui n'est pas impliqué directement, si vous même en CC, même en copie, il faut peut-être penser est-ce que vous devez le faire ou pas. Parce que seulement la personne appliquée doit prendre le temps pour ça. Donc, c'est en général ce que je voulais aussi vous donner comme astuce. Et n'oubliez toujours pas que c'est une chose, c'est la question de la perception, c'est une question de la perspective d'où on vient. C'est juste pour vous illustrer cette low contexte de communication high contexte. Pour vous, les Allemands sont très directs, mais il y a les Américains qui sont plus directs que les Allemands, les Anglais le moins. Pour nous autres Marocains, bien sûr, les Allemands nous trouvent très indirects, mais les Chinois sont encore plus indirects, plus indirects que nous. Et donc, le Maroc se situe entre le Mexique et la Chine, et l'Allemagne entre l'USA et UK. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Comme je dis, j'essaie de faire vite. Et si quelqu'un d'entre vous ou bien votre société a vraiment besoin d'un training plus précis, aller dans les détails, parce que vous pouvez vous adresser à la chambre de commerce et on peut voir ce qu'on peut faire pour vous. J'ai mon email ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais sinon, j'essaie de faire d'une façon compacte les choses les plus importantes pour vous aider à mieux communiquer avec les Allemands pour augmenter les chances de faire du business avec eux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boab. C'était vraiment très intéressant. Et pour tous les participants, on va vous envoyer aussi la présentation et les contacts de Monsieur Boab après le webinaire. Je vous invite maintenant à poser des questions. Vous pouvez aussi prendre la parole. Il faut juste lever la main. Oui. On a déjà une question. Quelle est les meilleures astuces pour mieux gérer des malentendus de communication? Qu'est-ce que vous diriez? Alors être dans un contexte qui n'est pas monoculturel, donc les malentendus sont programmés. Donc, deux choses, c'est ce que j'ai fait dans ce slide-là. D'abord, contrôler l'émotion, parce que quand on a un malentendu, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas en sécurité. Donc, contrôlez votre émotion. Et si c'est un principe de la communication, il faut vraiment essayer de changer de perspective, essayer de vous mettre à la place d'autres personnes dans sa culture et dire lui ce qu'il aurait pensé, etc., etc., et le mettre à table. Bien sûr, avec les Allemands, c'est plus facile parce que c'est une communication directe et parler de ça d'une façon directe. Avec un Chinois ou bien quelqu'un dont la communication est indirecte, c'est un peu plus difficile. Mais pour l'Allemagne, contrôler l'émotion,
le changement de perspective et revoir et rediscuter et mettre à table le problème du malade. Merci, je pense que ça va beaucoup aider. D'accord. S'il y a encore des autres questions, on a encore une minute. Sinon, oui, comme Monsieur Boab a dit, je vous invite à nous envoyer un mail si jamais vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter ici à la chambre ou on peut aussi vous mettre en contact avec Monsieur Boab. Oui, j'espère que ce webinaire était intéressant pour vous et aussi toute notre série Fit for Germany. Et oui, merci encore une fois à tous et merci beaucoup à Monsieur Boab et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.